ce que vous devez, peut-être que vous ne le mesurez pas, mais ce que je veux vous dire, et faites crédit à vos interlocuteurs, à ceux qui vous écoutent de leur niveau de compréhension. Ça vous permettra d'avoir des dialogues peut-être plus constructifs et ne pas toujours induire que finalement, si vos idées ne sont pas validées, c'est qu'elles ne sont pas comprises. Ça, ce n'est pas une débat pour débat. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce mot de subvention migratoire, ce débat sur l'international, vous avez entendu que je vous paye. Oui, c'est que vous blessez, vous avez blessé. L'histoire s'inscrit dans l'immigration. Et si vous n'en avez pas conscience, vous devriez en prendre conscience et le réparer. Le réparer. Dans notre ville comme ailleurs. Dans notre ville comme ailleurs. Bien. Oui. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui, allez-y. Vous avez, dans votre propos liminaire, évoqué à juste titre comment cela n'aurait pas pu se produire. La tragédie des enfants de Notre-Dame de Béthara. Parce que cette tragédie, depuis 1957, elle s'est abattue sur des enfants. Et parmi ces enfants, il y avait, et pendant ces longues années, évidemment, des enfants de notre ville, des petits palois, qui étaient confiés aux religieux de Notre-Dame de Béthara. Les suppliciés de Notre-Dame de Béthara. Et je défends certains d'entre eux. Et cette défense, elle n'a pas débuté avec mes fonctions d'élu au conseil municipal de Pau. Elle a débuté en 1996, puisque en février 1996, puisque c'est exactement la date à laquelle j'ai déposé une plainte pour un jeune de 14 ans qui était dans la même classe que l'un de vos fils, qui avait été frappé par un surveillant dont le tympan avait été explosé. C'était le 31 janvier 1995, et qui ensuite, le 5 décembre 1995, avait été sanctionné d'un châtiment corporel, d'une véritable torture, le supplice du perron, expulsé du dortoir et exposé devant la Vierge, au bord du Gave, dans cet endroit que vous connaissez si bien, en petite tenue. Il a pu appeler son père, qui est venu le chercher et qui l'a conduit à l'hôpital. C'était la première plainte contre Notre-Dame de Béthara. Et cette plainte, elle a été immédiatement médiatisée, au niveau local, au niveau national. Et il faut saluer le travail de la presse locale qui a relayé cette plainte, et ensuite il s'est fait l'écho des réactions qui sont intervenues depuis du procès qui s'est déroulé le 11 juin 1996, où la famille de ce jeune que je défendais a été confrontée à la condamnation de ceux qui, comme vous, monsieur le maire, considéraient que la dénonciation de ces mauvais traitements, de ces coups, était mal vécue par les Béarnais. Ce sont les termes que vous avez utilisés. Monsieur le maire, en 1996, vous n'avez pas pris le parti de ce jeune de 14 ans. Vous n'avez pas pris le parti de sa famille. Vous avez pris le parti de l'institution catholique de Notre-Dame de Béthara. Et vous êtes allé très loin dans ce soutien.
puisque vous aviez commandé un rapport, vous étiez alors ministre de l'Éducation nationale, et que de ce rapport, vous n'en avez retenu que la conclusion, c'est-à-dire celle que vous nous avez lue tout à l'heure, l'absence de brutalité, alors que ce rapport constatait la véracité de ce qu'expliquait le jeune que je défendais, c'est-à-dire le coup violent qui lui avait été porté à la fin du mois de janvier 1995, puis son exposition sur le perron, ce châtiment corporel, cette torture. Mais monsieur le maire, monsieur le Premier ministre, si vous aviez lu ce rapport, vous n'auriez pas manqué de condamner la violence. Ou alors, si vous l'avez lu, et si vous n'avez pas été choqué par la description qui était contenue dans ce rapport, c'est que vous avez adhéré à cette méthode. Parce que sinon, vous ne pouviez pas faire cette déclaration que vous avez faite au sortir d'une messe de Notre-Dame de Bétarame, avec à vos côtés le maire de Lourdes, M. Gustave Blasi, cette déclaration dans laquelle vous avez blanchi Notre-Dame de Bétarame de ce qui constituait déjà une situation intolérable. C'était en 1987. Et en 1998, et je suis en train de vous dire que le 11 janvier, le 11 février 2025, vous avez menti devant l'Assemblée nationale en prétendant que vous ne connaissiez pas les violences qui étaient faites aux enfants à Notre-Dame de Bétarame. En 1998, quand l'affaire du père Caritas éclate, et elle va être médiatisée d'une manière considérable, parce que c'est un religieux qui est accusé de viol sur un mineur de moins de 15 ans. Là également, vous aviez une connaissance acquise de ces violences sexuelles, de ce viol qui était reproché. Donc, comment avez-vous pu dire le 11 février 2025 devant l'Assemblée nationale que vous ne connaissiez pas l'existence de ces violences? Voilà la question qui est posée. Et j'ajoute qu'un juge d'instruction et un gendarme déclarent, et j'ai confiance en leur parole de professionnels de la justice, que le 26 mai 1998, quand le directeur d'enquête, le gendarme Pontan, présente le père Carica pour une décision sur son éventuelle incarcération, avec le dossier, la procédure accompagnant la présentation du juge Mirand, le gendarme Pontan nous dit que le juge Mirand lui a précisé qu'il ne pouvait pas le recevoir à 14h comme cela était prévu, mais qu'il le recevra à 16h parce que le dossier la communication du dossier avait été demandée par le parquet général de la Cour d'appel de Pau. Et nous savons que cela est vrai, puisque dans une note que vous-même, Monsieur le Premier ministre, vous avez communiquée à l'Assemblée nationale pour mettre en cause Mme Guigou, dans cette note du 15 juin 1998, le procureur général de la Cour d'appel de Pau fait état de la conversation téléphonique qu'il a eue le 26 mai 1998 au moment de la présentation du père Carica. Conversation téléphonique avec le parquet général, ce qui recouvre la déclaration selon laquelle vous étiez intervenu et la déclaration du juge Mirand, qui nous dit aussi que vous êtes rapproché de lui, que vous avez passé de longues heures avec lui à son domicile, puisqu'il est voisin, il est votre voisin à Bordère, et que pendant des heures, vous lui avez posé des questions sur le contenu du dossier concernant le père Carica. Voilà la réalité. Alors comment avez-vous pu dire à la représentation nationale que vous n'aviez pas connaissance des violences? Et je termine sur ce point. Monsieur le maire, puisque votre réponse est de nous agresser, Quand nous posons des questions, vous nous agressez, mais vous ne répondez pas à nos questions. Alors ces questions que je vous pose sur la base d'éléments tangibles, elles sont maintenant entre les mains de la justice, puisque une enquête est ouverte
pour entrave à l'exercice de la justice, notamment sur ce problème d'intervention de votre part au mois de mai de 1998 concernant le père Carica. Et nous savons que votre épouse, et nous savons que votre épouse enseignait le catéchisme à ce moment-là à Notre-Dame de Bétarab. Et nous savons également qu'elle s'est rendue aux obsèques du père Carica. Nous le savons. Ces questions, la justice y répondra. Et également la commission d'enquête parlementaire. Et vous aurez à répondre, et vous répondrez alors sous serment. Et j'espère qu'alors, vous sortirez du déni et du mensonge et que vous direz la vérité. Parce que les victimes que je défends, les enfants qui ont été victimes durant toutes ces années que je défends, qui ont été victimes de viols, de tortures, ont le droit de connaître la vérité sur ce qui s'est passé et ce qui a participé à l'omerta. Mais ce que je veux vous dire, monsieur le maire, monsieur le Premier ministre, puisque vous avez décidé de cumuler les fonctions, mais comme tout à l'heure notre collègue Toujaï Silji l'a dit, vous voulez cumuler les fonctions, mais vous voulez échapper à toutes les responsabilités. C'est ce qui se passe. Il a eu raison de le dire. Et ce que je veux vous dire, c'est que depuis que l'affaire Bétarab, a surgi et elle suscite une émotion profonde, nous avons appris aussi que le surveillant qui a été mis en examen le 21 février 2025 pour des viols et intervenait encore à Notre-Dame de Bétarab en 2024, l'an dernier. Et nous avons appris aussi de la bouche de Monseigneur Hayé, que le bourreau de Jean-Marie Delbos, celui qui l'a violé de 1957 à 1961, il a continué à servir la messe jusqu'au 7 mars 2025. Et ceci signifie que le déni persiste, perdure, que la congrégation des pères de Bétarab, de Notre-Dame de Bétarab, n'a pas pris conscience ni des souffrances qu'elle a infligées, dont elle a été complice, ni des mesures qu'il y avait à prendre. Et c'est pour cela que pour ma part, je vous pose maintenant, ce soir, 2 questions. Et ces questions, elles s'adressent finalement au maire et au Premier ministre. On ne s'étonne pas que ces discussions aient lieu devant le conseil municipal. C'est vous qui avez décidé de cumuler les fonctions de maire et de Premier ministre. Et il est donc naturel que ce débat ait lieu devant le conseil municipal. Ce que je vous demande, monsieur le Premier ministre, c'est d'engager la résiliation du contrat qui lie Notre-Dame de Bétarab à l'État. Parce que la congrégation des pères de Notre-Dame de Bétarab a fait la preuve de sa dangerosité et du déni persistant dans lequel elle est enfermée. Et je pense également, et j'espère que vous partagerez cette volonté que désormais Notre-Dame de Bétarab doit fermer, doit cesser d'être un lieu d'éducation. Les victimes le demandent, un grand nombre de victimes le demandent, et elles ont raison de le demander. Et cette fermeture, elle a pour justification le fait que les enfants ne sont pas en sécurité, ont été en grave danger depuis 1957, ne sont pas en sécurité dans cet établissement et enferment
qu'il n'est pas concevable que des enfants soient encore accueillis, des adolescents, dans cette structure qui a été un lieu de torture et de supplice pour d'autres enfants. Ce site doit devenir un lieu de mémoire pour les enfants martyrisés, pour les enfants suppliciés. Je vous répondrai après. Peut-être Alexandre Pérez m'a demandé la parole. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, merci de me donner la parole. Je vais vous parler d'un petit garçon qui était à Notre-Dame de Bétarame il y a 36 ans. 36 ans qui porte une douleur inscrite dans son corps, des cris d'enfant étouffés par un silence imposé. Et le cri de Bétarame me terrifie encore. 36 ans d'angoisse chaque dimanche soir, de valise qui ne peut boucler même pour partir en vacances. Aujourd'hui, ce petit garçon se tient debout avec ses camarades au combat. 18 mois qu'avec Alain Esquer et notre collectif des victimes de Bétarame, nous résistons, tendons la main, improvisons des soins. Nous ne sommes pas psy, nous sommes juste des survivants qui sauvent des vies. 18 mois que nous ramassons des âmes en miettes. Agissons par devoir malgré ce fardeau. Oui, monsieur Marbeau, je suis élu. Et alors? Je crois avoir démontré que ma parole était digne et juste depuis plus d'un an. Et personne ne peut douter de mon intégrité. Je ne l'accepte pas. En février 2024, Alain et moi avons tous deux affronté la direction de Notre-Dame de Bétarame pour faire suspendre ce prédateur, aujourd'hui incarcéré grâce à nous. 18 mois que nous proposons des solutions. Contourner la prescription, créer un office national porté par Alain devant Elisabeth Borne il y a quelques jours. Elle a écouté et reconnu. L'État n'a pas été au rendez-vous par le passé. Aujourd'hui, je sais que l'État peut agir. Pour nous, pour nos enfants, pour que ces drames cessent. Merci d'avoir tenu vos engagements du 15 février quand vous nous avez reçus. Tous les engagements que vous avez pris ont été tenus. Et je me tourne vers vous, monsieur Blanco. En 1996, vous saviez, vous étiez au cœur de cette affaire, cette première affaire. Vous représentiez une victime. Je veux croire que depuis, vous avez lutté, comme cette professeure, ce juge, cet enquêteur, qu'on voit partout, dans les médias, que vous avez crié dans l'ombre pour protéger les enfants que nous étions. Vous savez que je la lance facile. Alors que vous étiez, vous, les adultes. Et si je me trompe, alors pourquoi ce silence après 96? Ce vide en 98? Cette absence en 2023, puis en 2024, quand tout a explosé? Pourquoi seulement maintenant, en mars 2025? Ces plaintes les plus surprenantes les unes que les autres. Et ces éclats médiatiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à défendre Jean-Marie Delbos? Mon camarade a été abusé en 1957 jusqu'à 1961, que vous avez rencontré pour la première fois à Bétarame, en ma présence d'ailleurs, il y a quelques semaines. Il a lutté pendant des décennies, tout seul. Et quand par magie, vous arrivez. Où étiez-vous, vous les adultes, quand nous avions besoin de justice? Depuis 18 mois, nous nous battons, proposons, agissons, pour les tribunaux, pas pour les tribunaux. Respectez notre combat.
Mais fin 2023 ou en 2024, où étiez-vous? Alors que nous portions ce fardeau seul, soutenu seulement par la presse et les médias, que nous remercions, qui nous ont entendus et soutenus. Expliquez-nous, à nous les survivants, à eux les disparus. Beaucoup de nos camarades n'ont pas supporté et sont partis. Je ne suis pas ici pour accuser, mais pour comprendre. Nous réclamons vérité, justice, acte. L'État peut être là, va être là. Va être au rendez-vous, enfin, dès aujourd'hui, pour guérir et protéger. Et vous, monsieur Blanco, vous qui saviez, dites-nous ce que vous avez fait pendant 30 ans. Dites-nous pourquoi votre voix s'est tue. Il y a 36 ans, ce petit garçon avait 12 ans. Et ce petit garçon, c'était moi. Merci beaucoup, Alexandre. Moi aussi, j'ai l'émotion facile. Je veux dire simplement qu'on vient de voir, c'est cet affrontement-là entre la vie de ces garçons, ceux qu'ils ont subi, rencontrés, et dont je répète que pour ce qui est des violences, c'est intolérable, et pour ce qui est des agressions sexuelles, c'est abominable. Abominable. Et j'ai passé ma vie en de nombreux épisodes à me battre, parfois un peu seul sur ces sujets. Alors je reviens à vos questions. En 1996, j'ai fait confiance au rapport de l'inspection. Est-ce que, dans quelle mesure on l'a expertisé? Je n'en ai aucun souvenir il y a 30 ans. J'ai cru l'inspection. Et peut-être on n'aurait pas dû les croire. Et peut-être dans le travail que Elisabeth Borne, à ma demande ou avec mon accord, accompli, il y a cela, la vérification de la vérification. Et en 1998, l'affaire est entre les mains de la justice et la mort de la personne en question, de ce prêtre abominable, sa mort a clos cette affaire. Et je dois reconnaître qu'elle l'a close moi aussi. Mais vous devez savoir une chose, monsieur. Je ne suis jamais intervenu en aucune manière auprès de quelque magistrat que ce soit. Et d'ailleurs, si mon ami Christian Mironde avait été interrogé par moi, il lui aurait été interdit de me donner le moindre détail, et vous le savez très bien. Vous êtes avocat, d'accord? Vous le savez très bien. Vous savez qu'aucun magistrat ne peut rompre le secret de l'instruction, a fortiori quand il est le juge d'instruction. Et la preuve qu'il n'y a pas eu d'intervention, c'est que le procureur a requis la mise en détention. Oui ou non? Oui ou non? Et vous prétendez qu'il y aurait eu une intervention pour retarder de 14h à 16h je ne sais quel acte de procédure. Je ne sais pas si vous voyez à quel point tout ceci est simplement hors de propos. Et la preuve, c'est que le procureur général est intervenu
a transmis 3 rapports, 4 rapports, un rapport téléphonique et 3 rapports écrits à la chancellerie. Qu'en a fait la chancellerie? De mon temps, quand j'étais ministre, et qu'il y avait des affaires comme ça, la chancellerie avertissait le ministère de l'Éducation. C'est la moindre des choses qu'on puisse attendre. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Et vous-même, comme l'a dit Alexandre Pérez, puisque vous me mettez en cause, permettez-moi de poser la question. Vous-même, depuis 30 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'une seule fois, j'étais là en tant que responsable public et maire de la ville, est-ce que vous êtes venu m'en parler une seule fois? Est-ce qu'une seule fois, vous m'avez croisé en disant, tiens, il faudrait que je te parle de Bétara? Une seule fois. Vous savez depuis 1996 les détails. Moi, j'ai jamais su aucun détail. Vous dites que ce garçon était dans la classe d'un de mes fils. Jamais mon fils ne m'en a parlé. Jamais. Vous dites qu'on aurait dû savoir, mais vous saviez. Il n'y a personne d'autre dans cette salle, en dehors d'Alexandre, qui ait su aussi bien que vous. Alors aujourd'hui, vous portez l'accusation aux bannières médiatiques déployées. En réalité, le coupable, le responsable, c'est vous. Pas une seule fois. Ne riez pas. Ne riez pas, on est ici en train de vivre des moments qui sont terribles. Vous croyez que j'aurais scolarisé mes enfants dans cet établissement si j'avais pensé une seule seconde qu'il pouvait s'y passer des choses abominables? Vous me connaissez vaguement, les enfants, les enfants. C'est la prunelle de mes yeux. Je donnerai comme tous les parents ma vie pour eux. Et vous croyez que j'aurais scolarisé mes enfants en sachant ce que vous m'accusez d'avoir su? Mais vous avez perdu tout sens de l'estime, de l'amitié, de la connaissance que nous avons les uns des autres dans une ville comme celle-ci. C'est mes enfants. C'est pas des étrangers pour moi. Ils sont ma vie. Et vous m'accusez de les avoir scolarisés en sachant, d'avoir dissimulé des choses. Et vous avez perdu tout sens moral. C'est vous qui êtes au courant depuis 30 ans et vous n'avez rien dit depuis 25 ans. Vous n'avez rien dit depuis 25 ans. Le seul, en dehors d'Alexandre, le seul dans cette salle qui sache, c'est vous. Vous avez fait un article pendant 25 ans. Vous avez déposé plainte, je ne sais quoi. Vous avez totalement abandonné le dossier. Parce que, comme tout le monde, vous avez constaté qu'il n'était plus dans l'exposé public. Comme tout le monde dans cette ville et dans cette région. Comme tout le monde et comme tous les parents qui confiaient leurs enfants à cet établissement et qui pensaient que c'était un établissement dans lequel les enfants étaient protégés, bien à tort. Et donc, je trouve que ces accusations croisées sont totalement à côté de la responsabilité que nous devrions exercer ensemble. Est-ce qu'il y a eu des négligences, M. Blanco? Oui, plein, sans doute. Nous ne les connaissions pas. Il y a eu une négligence sans aucun doute du côté de l'institution. Il y a eu une volonté de ne pas voir du côté de l'institution. Probablement, vous avez raison. Il y a eu de la négligence chez tous les responsables publics, parce que, comme M. Marbeau l'a dit, tout le monde a ignoré, a laissé de côté
cette affaire qui n'existait pas encore pendant 30 ans. Le seul qui savait vraiment, c'était vous. Et donc, ce travail, et je ne vous mets pas en accusation, je vous demande de constater les choses. Et donc, cette manière de... Je trouve que nous devrions essayer de mieux comprendre pourquoi ces garçons se sont tus. Je ne trahis pas un secret, Alexandre. Je vais dire ce que vous m'avez dit tous. Ceux d'entre vous qui ont eu le courage de parler à leurs parents, grands-parents, les parents et grands-parents des abattus, c'est leurs enfants, c'est les enfants qui attestaient de ce qui leur arrivait, sûrement avec des mots maladroits, sûrement avec des mots de honte. On les a pas crus. Pourquoi est-ce que la parole était à ce point bloquée? Vous savez, elle est dans beaucoup d'institutions. Et peut-être, c'est très douloureux, mais peut-être c'est un progrès que la parole puisse enfin se faire entendre. Et peut-être c'est un progrès, comme les associations le disent, qu'on puisse entendre la parole des enfants en lui faisant crédit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accident dans l'autre sens. Mais je trouve qu'on doit ça à ces petits garçons. Au moins de ne pas faire une affaire d'intérêt politique dans quelque chose où nous avons sans doute tous eu des responsabilités, tous, et comme on l'a montré sans exception dans cette salle, tous eu des responsabilités, et nous avons aujourd'hui à affronter le pire d'une situation d'enfance et d'une situation humaine, en prenant des précautions pour qu'à l'avenir, ce ne soit pas la même chose. Quand dans mon exercice professionnel, dans ma profession d'avocat, il a été porté à ma connaissance des faits de violence, de torture, j'ai déposé plainte. C'était en 1996. Je suis aujourd'hui, je continue la mission qui m'a été confiée par ce jeune, qui avait 14 ans à l'époque, qui a 42 ans aujourd'hui, par sa famille, pour la manifestation de la vérité et votre tentative pour vous dégager une fois de plus votre responsabilité n'y changera rien. En 1998, je n'intervenais pas dans le dossier du père Carica. J'étais comme vous, j'en avais connaissance par la presse. Et donc, quand vous avez répondu, je le répète, à l'Assemblée nationale que vous ne connaissiez pas l'existence de ces événements, c'était un mensonge. Ça ne porte pas votre nom. Et maintenant, ce que je constate, c'est que vous ne répondez pas sur mes deux demandes. La résiliation du contrat d'association de l'établissement Notre-Dame de Bétarame à l'heure actuelle, parce que cette résiliation, c'est une procédure qui est utilisée fréquemment pour les institutions professionnelles en dehors du champ catholique. Cette résiliation, aujourd'hui, elle est nécessaire, elle est légitime. Et moi, je vous interroge comme Premier ministre sur cette résiliation. Et la seconde question que je vous ai posée, c'est celle de la fermeture de ce lieu pour respecter la mémoire des suppliciés de Notre-Dame de Bétarame. Car comment peut-on concevoir que dans ce lieu de torture, de viol, de supplice de 1957 à nos jours puisse être encore poursuivi un travail éducatif? Ce n'est moralement pas possible. Ce lieu doit fermer définitivement. Et les responsabilités, et
bien, elles seront évoquées devant la commission d'enquête parlementaire et devant la justice. Et à ce propos, puisque nous avons ce soir, même si ça indispose certains de vos supporters, qui n'acceptent même pas d'entendre ce que je n'ai pas de supporters ici, je n'ai que des collègues. Qui n'acceptent même pas d'entendre ce que je peux dire, puisque nous parlons de la justice. Aujourd'hui, le dossier judiciaire qui est ouvert concerne uniquement le surveillant qui était à Notre-Dame de Bétarame jusqu'à encore la fin de l'année 2024. Un pur scandale. Et c'est pas vous qui l'avez mis dehors. Un pur scandale. Et le prêtre, qui a été le bourreau de Jean-Marie Delbos, a servi la messe jusqu'au 7 mars 2025. Voilà la réalité de cette institution. Voilà ce que signifie le communautarisme. Le communautarisme. Et j'ajoute qu'aujourd'hui, sur le plan judiciaire, oui, nous avons un problème avec la prescription et tout mon effort, et je me consacre à cet effort et de permettre que l'ensemble des victimes puissent être entendues par la justice, parce que ce n'est pas le cas dans le schéma qui est celui de l'information judiciaire ouverte. Et j'ajoute que de toutes les façons, les moyens qui ont été annoncés, qui ne sont toujours pas mis en œuvre, font qu'un seul juge d'instruction est saisi de ce dossier. Autrement dit, il est impossible matériellement que ce dossier dont il est saisi depuis le 21 février 2025 puisse progresser. Donc, monsieur le Premier ministre, vous avez ce pouvoir. Faites désigner par votre garde des Sceaux immédiatement détaché, c'est parfaitement possible, des magistrats au tribunal judiciaire de Pau pour qu'ils puissent instruire l'ensemble de cette affaire. Alors c'est très clair, j'en ai fait l'offre publiquement et je l'ai faite au procureur général. Dès l'instant qu'il y a besoin de magistrats, il y a une brigade au ministère de la Justice pour affronter des situations d'urgence comme celle-là, et évidemment, nous les mettrons. Quant à la procédure sur Bétarame, la régularité du contrat et tout ça, elle est en cours. Il va y avoir, elle est en cours, il y a une inspection, comme vous savez, diligentée avec plusieurs inspecteurs, et le ministère de l'Éducation prendra naturellement ses responsabilités. Mais, comment dire, ce qui s'est passé est épouvantable. Est-ce que c'est reliable aux convictions religieuses, comme vous essayez de le faire? Je trouve qu'on ne doit pas le faire. Ce n'est pas bien. Que l'institution soit mise en cause, je suis d'accord avec vous. Mais qu'on essaie d'en faire un cas général d'affrontement, de critique, de convictions religieuses, je ne l'ai jamais fait pour aucune conviction religieuse, pour aucune philosophie, en aucune manière. Et je trouve qu'on ne doit pas le faire, parce que cette manière d'essentialiser les choses, comme on dit aujourd'hui, non pas en fonction de ce que vous faites, mais en fonction de ce que vous êtes, ne me paraît pas bien. On peut peut-être conclure sur cette affaire, si vous voulez bien sûr. Monsieur le maire, monsieur le Premier ministre, sur ce point, ce que je sais, que les victimes qui me font confiance, qui m'ont demandé de les représenter devant la justice, m'ont fait découvrir, c'est que la religion était utilisée comme support des supplices. C'est ce que je dis. Pour moi, c'est un dévoiement, bien sûr. Mais la religion catholique était utilisée. J'ai déposé plainte pour un homme qui aujourd'hui a 74 ans, qui était convoqué pour servir la messe à un prêtre chaque matin, et chaque matin, il était violé. J'ai déposé plainte pour un homme qui aujourd'hui a 43 ans,
qui était convoqué dans le bureau d'un autre prêtre, qui l'accueillait, qui le violait parce qu'il était nu sous sa soutane au moment de la confession. Donc, monsieur le Premier ministre, monsieur le maire, la religion catholique, elle a été utilisée comme vecteur de ces supplices. Excusez-moi, c'est pas parce qu'il y a des saloperies qui sont faites au nom de la religion qu'on doit porter atteinte à ce qu'un certain nombre de femmes et d'hommes au travers des siècles ont le plus précieux. Il y a des saloperies qui sont faites au nom de la politique, beaucoup. Il y a des saloperies qui ont été faites au nom du communisme et du marxisme. Il y a eu des camps de concentration dans lesquels des dizaines de millions ont péri. Est-ce que pour autant ça veut dire que ces philosophies sont responsables? En partie. Mais il y a des saloperies qui sont faites au nom de l'islam. Beaucoup. Est-ce que ça veut dire que je mets l'islam en accusation? Il y a des saloperies qui sont faites au nom de l'athéisme. Il y en a eu beaucoup en Extrême-Orient, par exemple, pour priver les gens de leur religion, de leur conviction. Est-ce que pour autant je fais des amalgames? J'essaie de ne pas en faire. Et ça devrait être, me semble-t-il, une règle générale parmi nous, de considérer que quand il se fait des choses abominables, ce sont les auteurs de ces abominations qu'il faut poursuivre, et pas les familles, par exemple, qui ont confié leurs enfants à ces institutions. Et donc, cette manière de précaution, de respect, peut-être on le doit aussi aux victimes. On peut peut-être clore ce chapitre qui a été, comme il fallait s'y attendre, qui a duré 2h30, et on peut peut-être entrer dans l'ordre du jour. En tout cas, je remercie tous ceux qui, de bonne foi, y ont participé, et je remercie spécialement Alexandre de l'émotion transmise au travers de son